Bonjour, alors on est en approche, on a 1 minute de retard, donc désolé pour ça, mais notre taxi ici, notre Uber à Paris avait du retard. On commence, voilà, je peux pas, GIA, la troisième, c'est parti. Alors les flash news déjà, en attendant l'ascenseur, qui n'arrive pas. Supernova et Workspace d'Anthropic sont des nouvelles utilisations de l'IA. Retenez bien ces noms, ce sont des outils IA de déploiement en entreprise. Le boss va analyser ça pour vous, il va vous revenir à ZAP. En tout cas, ça montre bien que aujourd'hui, les entreprises s'intéressent beaucoup à l'IA et les outils arrivent pour les satisfaire. Deuxième flash news, Sam Altman défend que la loi sur le droit d'auteur n'interdit pas l'entraînement des IA et donc souhaiterait ne pas payer de droits pour l'entraînement de ChatGPT. Je suis curieux de voir comment cela pourrait être perçu et les réactions des ayants droit. Septembre, on reste toujours dans l'actualité d'OpenAI. Septembre sera-t-il la saison des fraises à nouveau? Parce qu'on aura une deuxième saison des fraises cette année. Selon The Information, un média bien connu, OpenAI s'apprêterait à sortir un nouveau modèle, nom de code Strawberry, fraise donc, dans les 2 semaines. Info index. À suivre. On arrive ici chez Cara, je vais sonner. Mais c'est du vrai live. Hein. Voilà. Et Karine devrait nous ouvrir. Voilà. Bonjour Karine. Merci, bonjour. Voilà, Hélène. merci. Voilà, on est en vrai live. Là, hein. En vrai Voilà. live. Où est-ce qu'on s'installe? Bien, merci. Voilà, ben vous parcourez avec moi les magnifiques bureaux de Cara. Je m'installe où? Où tu veux. Où est-ce que le fond sera le mieux? Alors, on va se mettre là. Tu mettras à côté de moi peut-être. Voilà. Okay. J'ai une caméra pour toi. Voilà, on va passer sur l'autre fil directement. Voilà. Comme vous voyez, on ne recule devant rien pour garder le direct. Et voilà. On passe sur l'autre caméra. Je vais m'installer un petit peu pour faire la suite. Alors la suite, c'était justement, ça tombe bien, l'invité. Nous sommes en direct donc de Paris, comme vous pouvez le voir. Le boss est l'invité de Cara, travail temporaire. Et placement, et on va parler IA et RH avec notre invitée Karine Nouveau, la directrice générale de Cara. Petite caméra également, je vais pouvoir la voir. Voilà. Est-ce qu'on te voit bien? Est-ce qu'on te voit bien, Karine? Je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Ok, très bien. Voilà. Voilà. Donc, Karine, je propose qu'on adresse la question du jour. Je vais introduire un petit peu ce qui va se passer pour les prochaines lives. Donc, la semaine prochaine, on sera en live du salon SIDO à la Cité internationale de Lyon. Donc là, on n'aura normalement pas de Uber à prendre et on aura une surprise parce que notre chroniqueuse de choc, Aline, devrait être en direct avec nous du SIDO. Voilà. Donc, maintenant, Karine. Emmanuel. Les RH. Attends, je vais te faire monter, pardon. Je vais faire sortir, en fait, l'autre caméra, retirer de la scène, et je fais monter Karine. Et voilà, tu es en direct, Karine. Voilà. Un peu en contre-jour, mais bon, voilà. Donc, Karine, merci d'abord de nous recevoir ici, de me recevoir. Alors, les IA dans les RH, est-ce qu'on commence à en parler? Est-ce qu'il y a déjà un impact? Est-ce que tu les vois déjà apparaître? L'IA dans les RH est déjà présent depuis quelques mois, voire une bonne année, et à y voir un peu plus. L'IA est très présente dans la partie sourcing de candidats, puisque c'est une étape très chronophage pour les chargés de recrutement. Et comme l'IA, quand c'est bien utilisé, peut vraiment nous aider à performer là-dessus. Donc, nous sommes équipés chez Cara d'outils de ce type
chez mes clients aussi. Hein, donc, on observe qu'ils sont déjà familiarisés avec ces petites machines intelligentes. Voilà, quand on a annuellement, quand on reçoit, on a fait des stats cette semaine, pas plus tard qu'avant-hier, avec Esther, ma collaboratrice, où ne serait-ce que depuis le début de l'année, sur une sélection de job boards, donc même pas sur l'ensemble des job boards avec qui on travaille, on a déjà reçu plus de 17 000 CV depuis. Donc, ça vous laisse le temps à consacrer pour chacun, puisque nous étudions chaque CV reçu. Donc, le fait de s'équiper d'outils IA nous permet d'accélérer ces process, tout en gardant bien sûr l'œil personnalisé de l'analyse, qui est indispensable pour nous. Mais est-ce que cette étape est quand même reste le premier. Est-ce que cette étape justement de sourcing, comme tu l'appelles, est-ce que tu peux préciser peut-être pour nos éditeurs ce que tu entends par sourcing? Parce que pour toi, c'est très clair. Moi, je pense bien comprendre ce dont on parle également, mais je ne suis pas certain que nos éditeurs auront la même compréhension. Le sourcing, cela consiste à sourcer, donc à aller chercher les CV ou le CV qui correspondra le mieux à la recherche du client. Donc là, je parle de la recherche du client quand on est cabinet versus un client qui va vous confier une recherche. Mais on a exactement les mêmes étapes de sourcing en entreprise dans un service RH, où pour un service RH, son client, ce sera le manager, le responsable de l'EU qui va émettre au service RH son besoin de recrutement. Donc, on est exactement sur les mêmes problématiques. D'accord. Mais puisque donc, les cabinets de recrutement, eux, vont utiliser l'IA, est-ce qu'il n'y a pas un danger, un risque? Est-ce que les candidats n'utilisent pas déjà aussi l'IA? Est-ce que les candidats n'ont pas tendance aussi à diffuser leur CV le plus largement possible, voire à faire améliorer leur CV en fonction des annonces? Tout à fait, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas pour les plus avertis, puisqu'il y a des outils extrêmement performants sur le marché qui permettent d'optimiser un CV en le faisant passer par la moulinette IA, de manière à ce qu'ils comprennent dans le CV une mise en forme, mais surtout les mots-clés qui sont repris dans la fiche de poste du client. Voilà. De manière à ce que le client, quand il lise le CV ou que le client utilise lui-même une IA pour sélectionner les CV reçus, qu'il y ait ce matching, en fait, on parle de matching dans le milieu, qu'il y ait ce matching de mots qui fera que le CV de ce candidat qui aura utilisé cette IA aura en tout cas beaucoup plus de chances de ressortir dans la sélection du RH que quelqu'un qui a fait son CV lui-même sans avoir été retouché par l'IA. Et ça, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on n'a pas alors un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on va avoir vraiment des IA qui vont chercher des IA, qui vont répondre à des IA, qui vont chercher des IA. Jusqu'où on va, jusqu'où on peut aller. Et quelle est la parade? Oui, ça c'est un vrai sujet. Alors après, tout va dépendre du niveau que l'on va laisser à l'opérationnel chargé de recrutement d'y mettre son œil à lui. Voilà. La différence, elle va se faire là. Donc, si je comprends bien, on revient à plus d'humain. Tout à fait. En tout cas, moi, c'est ma perception. Et je pense honnêtement, chacun. C'est ma perception et c'est en cela où l'IA, comme tu le dis à juste titre, dans tous les cas, a ses limites à un niveau, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que le recrutement, c'est avant tout intégrer un humain, une personne qui va y apporter une valeur technique, technologique, mais aussi humaine, relationnelle, qui va apporter un savoir-être, qui va apporter du lien, qui va apporter une valeur ajoutée humaine, relationnelle, et qui fera en sorte que les objectifs économiques de l'entreprise vont aller cocher toutes les cases. On va suivre ça avec grande attention et je pense qu'on te reverra, Karine, parce que tu es, je pense, à la pointe de tout ce qui est recrutement et certainement à la pointe aussi de ce qui concerne l'IA dans le recrutement. Voilà, je propose de passer maintenant, donc tu restes avec nous, Karine, évidemment.
Je propose de passer maintenant à la question du jour. La question du jour, mais on reste en fait dans ton domaine puisque c'est l'IA vole les emplois. Alors, c'était la question que j'ai posée à Claude et qui m'a répondu de la sorte. L'IA ne vole pas tous les emplois. La réalité du marché du travail, l'automatisation change le paysage professionnel, mais pas comme on le pense. Ce que fait vraiment l'IA, c'est d'automatiser certaines tâches répétitives, augmenter la productivité dans certains secteurs, créer de nouveaux types d'emplois. L'impact réel dans l'emploi, c'est la transformation des métiers existants, et ça, je crois que on peut le confirmer. Est-ce que tu confirmes que dans les métiers existants, tu as maintenant des demandes de tes clients qui vont plus vers des compétences IA? Ok. Donc, bien. Ça fait partie des nouveaux métiers qui n'existaient pas 3 ans en arrière et qui arrivent sur le marché. Okay. Et donc, merci Claude, félicitations, tu étais dans le bon. Hein. Tu connais Claude? J'ai pas eu la chance d'échanger directement avec lui. Alors moi, oui, je parle tous les jours. Je lui parle tous les jours à Claude. Alors, il ne sera pas présent ici parce que Claude, c'est évidemment l'IA d'Anthropic avec laquelle moi, je bosse beaucoup. Je trouve qu'au niveau de la rédaction, elle est un petit peu plus pointue que ChatGPT. Et voilà, donc je lui confie pas mal de tâches. Donc, émergence de nouvelles professions aussi, hein, carrément. Data scientist, c'est quelque chose qui existait. Maintenant, prompteur, par exemple, prompt engineering, ça, c'est un nouveau métier, par exemple. Je ne sais pas si tu as déjà des demandes pour ce type de métier, prompt engineering. Alors, je n'ai pas encore de demande là-dessus, mais c'est parce que ça commence à arriver. Ça commence. En Europe, en France, ça commence à arriver. C'est un métier qui est déjà bien en place aux États-Unis, au Canada. Ouais. En France, ça commence à tout juste un petit peu en retard. Oui, okay. Toujours ce décalage. Ok. Demande accrue en compétences tech et soft skills. Alors, soft skills, pourquoi? Est-ce que tu peux confirmer ou bien Claude dit n'importe quoi? Non, il a raison, Claude. Soft skills, parce que, encore une fois, quand on est spécialiste de compte, quand on y amène dans le descriptif de ce que l'on veut quelque chose de plus humain, il faut savoir l'amener, il faut savoir le présenter à l'IA. Et donc, en ça, il est important d'avoir cette sensibilité. Ok. Alors, des exemples concrets. Disparition, les caissiers vont être remplacés par des caisses automatiques. Et là, j'ai un petit bémol quand même. C'est que, par exemple, chez Decathlon, entreprise française, qui justement est à la pointe de l'automatisation. Une des entreprises françaises les plus à la pointe de ces technologies en France. Voilà, et donc l'automatisation des caisses date déjà de quelques années chez Decathlon. Et j'ai parlé avec des gens qui étaient chez Decathlon à ce moment-là, et qui me disaient, en fait, il n'y a pas eu un job qui a été perdu. Tous les caissiers sont retrouvés en magasin. Et c'est vrai que personnellement, je trouve qu'on a maintenant un meilleur service, on a plus de personnel disponible en magasin, que de meilleurs conseils plus disponibles pour nous conseiller. Et donc là, c'est une expérience réussie, en tout cas une avancée réussie au niveau de l'automatisation. Pour le client final. Complètement, parce qu'on a un meilleur conseil et ça va plus vite. Et c'est vrai qu'on a par contre les magasins d'Amazon aux États-Unis qui étaient designés avec un portique, donc tu passais en dessous du portique avec ton caddie, et bien ils ont fermé. Ça ne marchait pas. Évolution, les comptables qui deviennent des analystes de données financières. Alors, c'est vrai que l'encodage des factures maintenant, c'est fait par l'IA, mais par contre, le temps qui est libéré sert à faire des analyses financières qui sont plus pointues et donc un meilleur service pour le client. Et en création, les experts en éthique de l'IA, data scientists, etc. Création de nouveaux métiers. Les défis pour les entreprises, c'est de former les employés aux nouvelles technologies, mais pour ça, il y a le boss. Il fallait bien un CTA quand même. Hein. Repenser les processus de travail. Et ça c'est vrai, mais justement, dans mes interventions, c'est une question que j'ai beaucoup. En tout cas, c'est pas forcément une chose auquel les dirigeants pensent a priori, mais on tombe très souvent, à chaque fois, sur une refonte en fait des processus de travail parce que l'IA a un tel impact qu'on est capable de repenser et d'optimiser des processus de travail qui auparavant étaient assez lourds. Donc là, de belles avancées aussi avec l'IA et d'identifier des opportunités d'innovation. Oui, effectivement, on peut identifier rapidement et facilement des nouvelles priorités, des nouvelles opportunités. Donc l'IA est un outil de transformation et pas de remplacement total. C'est l'avis de Claude avec lequel, eh bien, Karine et moi sommes d'accord. Exactement. Parfait. Voilà. Et donc la question, la clé. Selon Claude, c'était l'adaptation et la formation continue et le boss confirme en tout cas. Est-ce que Karine confirme? Ok, très bien. Et voilà. Donc,
si votre entreprise est prête pour cette transition, n'hésitez pas à prendre contact. Et si vous cherchez de nouveaux profils dans la région parisienne, est-ce que tu as les actifs uniquement dans la région parisienne ou aussi, Principalement Paris, région parisienne, mais j'interviens aussi sur Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Donc, n'hésitez pas, voilà. On a une experte dans la matière, au demeurant très sympathique. Voilà. Alors, une petite démo de Lexi. Alors, comme on a tout préparé dans le taxi, on est limite à temps. On va partager l'écran du boss. Et je vais montrer un petit peu, parce que je me sers de Lexi quotidiennement également. D'ailleurs, je m'en servirai pour faire le résumé de ce nouveau live. Voilà, je reprends mon live qui est parti derrière. Où est StreamYard? J'ai perdu StreamYard. Ah ben voilà, il est là. Hop, on va partager. Voilà, vous devriez voir maintenant mon écran. Voilà, Lexi. Alors, évidemment, le login pour Lexi. Voilà, moi j'étais déjà logué. Vous voyez, j'ai l'ensemble de mes réunions qui se trouvent ici sur mon écran et je peux choisir une de mes réunions. Par exemple, celle de Tatatam. On a une présentation que j'ai faite hier pour NutriSense. Eh bien, ici, on a, je clique dessus et j'ai ici tout le replay. Donc, je peux voir tout le replay, je peux revoir tout. Je vois également les thèmes qui ont été abordés, Discovery, Internet, Next Step, Objection, Pricing et wow. Ici, dans la vidéo. Je peux avancer dans la vidéo pour voir l'écran à un moment. Voilà. OK, ça c'est l'écran de présentation. J'ai ici un résumé sur la droite. J'ai le chapitrage à gauche. J'ai la transcription intégrale, ici. Avec tout le texte. Je peux traduire, ici. On va par exemple traduire. En quelle langue souhaites-tu que je traduise mon intervention d'hier d'1 heure, Karine? En japonais? En japonais. Ah ben non, j'ai que le français et l'anglais. Et l'anglais. En anglais, d'accord. Voilà. Et donc, on est déjà à 7-8%. Pendant ce temps-là, on va faire autre chose. Je vais vous montrer un petit peu ici, voilà, les tâches de suivi qui sont prévues. Ici, on a tout qui est en anglais et on peut demander de le traduire, de le modifier, de l'avoir en français. Ici, j'ai un email de follow-up. Mais en fait, oui, je suis bête parce qu'en fait, mon intervention d'hier était en anglais. Je n'y pensais plus. Voilà, donc l'email de suivi est généré et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ça, je l'utilise très souvent et je préviens en fait mes interlocuteurs que je vais leur envoyer un email qui est généré par l'IA et j'envoie en général l'email et le chapitrage. Comme ça, on a vraiment tout le texte et ça permet, il y a quelques petites erreurs, parfois je corrige un petit peu, mais c'est quand même assez performant et on a aussi une sélection des questions qui ont été posées dans l'entretien. Ici, voilà, donc la traduction est quasiment terminée, donc en anglais sur l'anglais, ça c'est un peu de ma faute, mais donc voilà un petit peu pour la rapidité. Donc beaucoup de fonctionnalités qui sont hyper pratiques. On n'a pas trop de parasitage, je trouve, et Lexi est un outil qui est très performant avec des fonctionnalités qui sont assez carrées et assez précises. Voilà, donc je vous recommande et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai rencontré le CEO de Lexi, qui est de Bruxelles, qui est belge, c'est une entreprise belge. Donc, ça, c'est important aussi. Lexi travaille avec des serveurs qui sont localisés en Europe et donc respectent le RGPD. Ça, c'est important par rapport aux données qui peuvent être partagées. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant à l'App Star. Et en fait, on n'aura pas d'App Star aujourd'hui parce que je trouve qu'on avait déjà assez de stars. On a Karine et on va accueillir tout bientôt Anne-Lyne. On a 2 stars avec une App Star, ça aurait fait trop ça. Ça faisait trop d'ombre au boss. Le boss, il n'était pas d'accord. On arrête le partage. Voilà. Et on accueille Anne-Lyne. Anne-Lyne, es-tu prête? Alors, si tu n'es pas prête, tant pis. Voilà. Bonjour Anne-Lyne. Bonjour Emmanuel. Bonjour Karine.
Comment J'espère. vas-tu? Alors, moi, je suis en forme. Je vois que vous aussi, et vous avez le même beau soleil que vers chez moi, apparemment. Donc, c'est bien que nous soyons en conférence à l'intérieur aujourd'hui pour entamer un sujet qui, je pense, va plaire à Karine également, puisque je vais parler du profil type des utilisateurs de l'IA. Donc, j'en avais parlé la semaine dernière, on sait qu'une majorité d'hommes utilisent l'IA par rapport aux femmes, donc c'est-à-dire 53% contre 40%, donc on a quand même une belle disparité. Et selon une étude, encore les études, moi j'aime bien les études, j'aime bien les chiffres, pour Fiverr réalisée par Census Wide du 20 au 28 mai 2024 auprès d'un échantillon de 503 business leaders ainsi que 1036 employés et freelance, que me viennent mes sources. Donc tu vois, C'est du je suis précis bien. avec un i. Oui. Ah, il faut citer, c'est important. Si les gens veulent aller creuser un petit peu, s'ils sont curieux comme moi, c'est toujours bien d'avoir quand même une source de référence. Donc, comme je te disais, plus utilisé par les hommes que par les femmes. Et dans ces personnes interrogées, on se rend compte quand même que 45% de ces personnes utilisent une fois par semaine au moins l'intelligence artificielle. A contrario, ils sont 28% à ne jamais l'utiliser, 20% d'hommes contre 32% de femmes. Donc encore une fois, on a cette disparité dans la typologie des utilisateurs. Et Et comme... elle s'expliquerait comment, cette Pardon ? disparité? Elle s'expliquerait comment, cette disparité? Comme j'en avais parlé donc la semaine dernière dans notre dernière chronique, il y a une question de confiance en soi pour les femmes qui rentre en compte. Aussi une demande de compétences. Les femmes, on pense avoir plus besoin d'être formées que les hommes. Et puis aussi cette envie de bien faire sans tricher qu'on retrouve notamment dans le domaine de l'enseignement, comme on l'avait souligné. Et comme je disais, vous êtes à Paris, je fais un petit clin d'œil spécial à Karine pour ses recrutements, puisque les Parisiens sont quand même davantage que le reste de la France à utiliser l'IA, c'est-à-dire ils sont 12% contre 8%. Donc c'est pas un gros écart, mais ça reste quand même un écart important quand on est sur le marché du travail. Et je pense un point qui va encore vous intéresser davantage, c'est la typologie, la génération, enfin l'âge des utilisateurs. Donc l'intelligence artificielle est plus attractive auprès des jeunes, la génération Z, qui sont 31% à l'utiliser régulièrement, et les milléniaux qui sont 34% à les utiliser aussi. Ce qui fait que dans leur recherche d'emploi, ils vont aussi plus aller vers des emplois qui amènent une transition qui a un rôle spécifique dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que 25% vont aller plutôt dans l'analyse de données, dans l'interprétation de données, qui vont dans un emploi qui va leur demander des compétences en intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus de formations qui vont arriver. Donc ça, c'est un bon point pour toi, peut-être, Emmanuel. Tu vas avoir plus de travail dans les années à venir. Et puis, Karine aussi par la suite, du coup. Et également, un autre point qu'on peut souligner dans ces générations, pourquoi elles sont vraiment en recherche de ces compétences, parce que ceux qui les utilisent, notamment 20% des jeunes entrepreneurs et 27% des freelances, ont observé une nette augmentation de leur productivité grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce qui n'est pas négligeable quand on est jeune entrepreneur, on sait qu'on est multitâche, on a besoin d'aide, on n'a pas toujours un budget pour lancer son entreprise. Donc, c'est bien d'avoir des aides qui nous apportent des réponses facilement et rapidement. Et puis également, ça, je pense que Karine va pouvoir nous le confirmer, on remarque aussi que 50% des chefs d'entreprise cherchent activement à améliorer leurs compétences en intelligence artificielle. Donc, il y a une vraie demande au niveau du développement des compétences, notamment au niveau des chefs d'entreprise et des jeunes entrepreneurs. Parce que, voilà, et notamment, on va remarquer aussi que 75% des entrepreneurs utilisent l'intelligence artificielle régulièrement, alors que juste des hauts dirigeants et des salariés sont seulement à 55%. Donc ça aussi, c'est un point qui est important pour répondre aux besoins qui sont actuellement demandés. Donc, dans toutes ces données,
dans toutes ces données, il y a quand même des freins. Qu'est-ce qui empêche justement l'intégration plus rapide de l'intelligence artificielle, qui est déjà bien installée dans pas mal de domaines, notamment celui de la santé, de l'enseignement et bien d'autres encore. On a notamment, comme tu le soulignais tout à l'heure, la peur de la perte de l'emploi. Ils sont 38% à avoir peur de perdre leur emploi derrière, ce qui est quand même un frein non négligeable, ce que je peux comprendre totalement. Hein. Moi, en tant que rédactrice, quand j'ai vu arriver Chat au tout premier, je me suis posé des questions. Finalement, c'est une aide plus qu'un adversaire. Donc, il faut vraiment le prendre pour nous afin d'améliorer nos compétences et non le voir comme un ennemi. Et également, aussi, un deuxième frein, c'est la complexité et les coûts de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc, ils sont 41% à craindre ces deux obstacles. Donc, comment les faire sauter, ça sera à toi de jouer sur ce plan-là. Oui, tout à fait. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Anne-Lyne. Super intéressant. Très intéressant, très juste. Donc, et je pense que on peut créer une holding. Hein, parce mais je pense qu'il y a de quoi faire, exactement. D'ailleurs, j'ai oublié un petit point, Emmanuel. Tu verras que certainement tu dois connaître ce chiffre, mais 26% des entreprises ont besoin de conseils pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle. Donc, on t'attend cette année. Moi-même, de plus en plus de demandes de clients qui me questionnent à ce sujet. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Et je t'ai sollicité d'ailleurs à ce sujet. Absolument. Absolument. Alors ici, je vois que Philippe nous dit que les IA ont créé des millions de jobs depuis plus de 30 ans, ce qui est vrai, puisqu'en fait, les IA, comme on le sait, elles ont quasiment 70 ans. La discipline a quasiment 70 ans. Et ça va continuer avec les IA génératives, je pense aussi. C'est juste pas très clair quel sera le business model qui l'emportera. C'est vrai que là, il y a encore beaucoup d'incertitudes, ce qui crée justement en fait cette peur, c'est la peur de l'inconnu. En fait. Voilà. Eh bien, on va bientôt clôturer. Il nous reste à donner la météo de l'IA. Et la météo de l'IA aujourd'hui, c'est un chiffre, un seul. C'est 5. 5, c'est quoi? C'est 5 milliards. 5 milliards, c'est la valorisation de SSI. Qu'est-ce que c'est SSI? C'est Safe Super Intelligence, c'est la nouvelle entreprise créée par Ilya Sutskever, qui a été le cofondateur en fait de OpenAI que Elon Musk voulait absolument dans l'équipe lors de la création. C'est lui qui peut être considéré un peu comme le papa de ChatGPT. Ilya Sutskever qui travaillait auparavant chez DeepMind, DeepMind qui a été racheté par Google en 2010 ou 2011 et qui est maintenant la division IA de Google. Alors, Ilya Sutskever donc a créé avec d'autres stars de l'IA SSI et va lever 1 milliard, donc a levé $1 milliard avec une entreprise qui n'a encore aucun produit, aucun revenu et qui a valorisé $5 milliards. Donc c'est un chiffre qui n'est basé sur rien, qui ne veut rien dire. Et mon interprétation en fait, c'est que 5 milliards, c'est la valeur de Ilya en fait. Oui. Parce que c'est la somme qui a été mise en fait par des analystes, qui a été mise sur SSI et l'acquéreur de SSI acquérait en même temps les compétences de Ilya Sutskever. Et donc 5 milliards, ce serait donc la valeur d'un cerveau humain, ce qui est un peu paradoxal à l'heure des IA. C'est un peu dingue de valoriser un simple cerveau humain. Ça donne le vertige. Hein, à ce niveau-là, ça donne le vertige, mais ça veut dire que le cerveau humain est quand même encore considéré comme nettement supérieur au cerveau artificiel, à l'intelligence artificielle. Heureusement, et ça remet un petit peu... D'un côté, ça donne des perspectives qui sont un peu folles, hein, 5 milliards pour un cerveau, c'est un peu beaucoup. Et donc, sur ce, on va vous laisser méditer sur ce sujet pendant votre déjeuner. Je vous dis bon appétit, à lundi. Bon appétit. À jeudi prochain, bien sûr. Et merci encore à Karine. Avec grand plaisir, Emmanuel. C'était un plaisir. Pareillement. Pour la chronique et merci pour l'accueil dans tes superbes locaux que j'espère que tu vas me faire visiter maintenant. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Au revoir à tous. Bon appétit. Au revoir.